président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue soudanais Omar el-Béchir affichent une volonté de rapprochement après des mois de tension. Un nouveau souffle en perspective pour la coopération entre l'Égypte et le Soudan. Face à la contestation sociale qui agite l'ancienne ville minière de Gerada dans le nord-est du Maroc, les autorités promettent d'y fermer tous les puits abandonnés grâce à un plan de reconversion pour les mineurs clandestins. Et puis au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé que les premières élections de l'ère post-Mugabe seront organisées en juillet prochain. La date de ces élections générales sera connue les tout prochains jours. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue soudanais Omar el-Béchir ont affirmé ce lundi au Caire leur volonté de rapprochement après plusieurs mois de tension entre leurs deux pays. Les relations entre l'Égypte et le Soudan se sont particulièrement détériorées début 2017 lorsque le président soudanais a accusé le Caire de soutenir ses opposants dans les zones de conflit, notamment au Darfour. Plus de précisions à travers cet élément. Nouveau souffle en perspective pour la coopération entre le Caire et Khartoum. Les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Omar el-Béchir ont affirmé lundi leur volonté de rapprochement lors d'une visite du chef de l'État soudanais dans la capitale égyptienne. Ce rapprochement intervient après plusieurs mois de tensions entre les deux pays qui ont particulièrement vu leurs relations se détériorer depuis 2017. Lorsque le président soudanais a accusé l'Égypte de soutenir ses opposants dans les zones de conflit comme au Darfour. La souveraineté disputée du triangle de Halaïb à la frontière des deux pays près de la mer Rouge, dans une région riche en minerais, a également été source de désaccords. Lors d'une conférence de presse commune, le président Sisi s'est félicité de cette visite cordiale du président Omar el-Béchir, qui vient refléter l'esprit positif entre les deux pays. Il faut dire que des rencontres préalables ces derniers mois entre responsables égyptiens et soudanais avaient déjà permis d'accroître cette coopération dans divers domaines. La visite du président soudanais intervient alors que son homologue égyptien brigue un deuxième mandat lors d'un scrutin prévu du 26 au 28 mars prochain. Restons en Égypte où 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours lors d'opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï. Ces opérations lancées le 9 février dernier par les forces armées égyptiennes constituent une vaste campagne anti-djihadiste nommée Sinaï 2018, centrée notamment sur cette péninsule où le groupe État islamique est très actif ces dernières années. Les images. Selon le porte-parole des forces armées, Tamer El-Rifai, qui a rendu public un communiqué, 30 éléments extrémistes armés ont été éliminés durant un échange de tirs, ainsi qu'une cellule terroriste très dangereuse, provoquant la mort de 6 djihadistes. 4 membres des forces armées ont été tués et 8 blessés au cours de ces opérations. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 20 militaires ont été tués depuis le lancement de la campagne Sinaï 2018 le 9 février dernier. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées, dont 345 au cours des 5 derniers jours, comprenant des éléments terroristes très dangereux et des criminels recherchés. Selon le porte-parole de l'armée, des dizaines de repères et d'armes ont également été détruits. Les forces de sécurité égyptiennes soupçonnent le groupe État islamique de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï après sa défaite en Irak et en Syrie. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois à son chef d'état-major et à son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait 300 morts. Face à la contestation sociale qui agite l'ancienne ville minière de Gerada dans le nord-est du Maroc, les autorités ont promis d'y fermer tous les puits abandonnés, ceci grâce à un plan de reconversion pour les mineurs clandestins. Voici les détails. Il y a plus de 3200 puits à Gerada, mais seulement 200 à 300 sont actifs. Les autres sont abandonnés et présentent un danger manifeste. Ils seront tous fermés
a affirmé Abderrazak El Gourji, secrétaire général de la préfecture de la région de l'Oriental. Gerada, bastion de la lutte syndicale au Maroc, est le théâtre de manifestations pacifiques depuis la mort en décembre dernier de 2 mineurs dans un puits abandonné où ils cherchaient à extraire clandestinement du charbon. 2 autres décès accidentels sont survenus depuis, suscitant colère et indignation chez les habitants de cette ville économiquement sinistrée que les statistiques officielles classent parmi les plus pauvres du royaume. Les manifestants réclament une alternative économique aux mines de la mort dans lesquelles s'aventurent des centaines de mineurs depuis la fermeture du centre minier à la fin des années 1990. Les protestataires fustigent aussi les barons du charbon, des notables locaux qui revendent le charbon extrait dans les puits fermés grâce à des permis d'exploitation. Ces barons sont pour la plupart des élus locaux de la méfiance des manifestants, voire une certaine défiance envers cette classe politique. Et pour El Gourji, tous les permis accordés à ceux que les jeunes appellent les barons ont été retirés. Aucune enquête n'a en revanche été ouverte sur ces notables accusés par les protestataires d'avoir longtemps profité de leur misère. Autre mesure, nous avons lancé un programme de reconversion avec la mobilisation de 3000 hectares pour des projets agricoles et la construction d'une nouvelle zone industrielle, a détaillé Abderrazak El Gourji. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a fixé au 17 mai prochain la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée. Il s'agit là d'une réforme qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Reportage. Selon le test du décret publié sur Internet par la radio-télévision nationale burundaise, tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi, résidents au Burundi ou à l'étranger sont appelés à participer au référendum constitutionnel qui se tiendra le 17 mai prochain. Aussi, le décret précise que la réforme sera adoptée si la proportion de votes favorables est de 50% plus une voix, une disposition critiquée par l'opposition et certains observateurs. Ces derniers notent que la Constitution prévoit que toute révision de cette dernière doit être approuvée à la majorité des 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale et des 2/3 des membres du Sénat. Par ailleurs, le décret de ce dimanche ajoute que les partis ou individus souhaitant participer à la campagne pour ou contre cette réforme doivent s'inscrire auprès de la Commission électorale nationale indépendante entre le 23 mars et le 6 avril. Cette campagne officielle ne commencera que 2 semaines avant le référendum et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Mais l'opposition dénonce des enrôlements forcés d'électeurs pour faire face, selon elle, au peu d'engouement de la population pour ce référendum. Depuis le début de la campagne d'explication pour ce référendum, qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans, plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir le non. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a annoncé que les premières élections de l'ère post-Robert Mugabe seront organisées au mois de juillet prochain. Le chef de l'État a promis que la date précise de ces élections générales sera connue dans les tout prochains jours. Le Zimbabwe connaîtra ses toutes premières élections post-Mugabe en juillet prochain. L'actuel chef d'État a promis que les scrutins se dérouleront sous la supervision des observateurs étrangers. Emerson Mnangagwa a également déclaré son intention de rencontrer tous les partis politiques reconnus dans son pays. Le but de cette rencontre est de signer un pacte de non-violence afin que les prochaines échéances électorales se déroulent dans l'harmonie, la transparence et sans violence. Selon l'hebdomadaire d'État Sunday Mail, l'Union européenne déploiera dès lundi prochain une équipe chargée d'évaluer la commission électorale. Le chef de mission de l'Union européenne au Zimbabwe, Philippe Van Damme, a déclaré qu'il rencontrera dans les tout prochains jours le président zimbabwéen, les dirigeants des partis politiques ainsi que les responsables de la commission électorale du pays. Les prochains scrutins seront les tout premiers organisés par les nouveaux dirigeants de Harare depuis le départ de Robert Mugabe qui a dirigé le Zimbabwe depuis son indépendance entre 1980 jusqu'en 2017. La promesse du président Emerson Mnangagwa d'organiser les élections générales en juillet prochain a été faite en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue d'un entretien.
En bref, au Sénégal, les enseignants qui observent des grèves à répétition depuis 4 mois ont entamé ce lundi un nouveau débrayage de 48 heures. Ils réclament notamment une augmentation de l'indemnité de logement, l'intégration dans la fonction publique des enseignants contractuels et le paiement rétroactif de sommes dues à l'avancement en grade de certains agents. Les dernières négociations vendredi dernier avec le gouvernement ont achoppé sur la question de l'indemnité de logement. Les autorités sénégalaises ont proposé une augmentation annuelle et progressive sur 3 à 4 ans, passant de 60 000 à 75 000 francs CFA par mois. Mais les syndicats réclament un alignement des enseignants sur le statut des autres agents de l'État dotés d'une indemnité de logement supérieure ou égale à 100 000 francs CFA. Et pendant ce temps, les cours ont repris ce lundi dans les écoles en Guinée après plus d'un mois de grève des enseignants et de manifestations accompagnées de violences. Des élèves en uniforme étaient présents dans les salles de classe. Les enseignants étaient également présents. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a levé son mot d'ordre de grève le 14 mars dernier après avoir, selon lui, obtenu gain de cause pour 4 revendications essentielles. Un peu de culture dans cette édition. L'artiste nigérian de la chanson Davido poursuit sa tournée africaine. Douala, la deuxième ville du Cameroun, a accueilli la 4e étape de ce périple artistique. Devant un public en extase, la pop star a, pendant plus d'1 heure et demie, enchaîné une dizaine de tubes de sa discographie. Narcisse Oum, notre correspondant sur place, nous fait revivre l'ambiance de ce concert. Pour sa 4e escale d'une tournée africaine d'envergure baptisée 30 Billion African Tour, Davido, de son vrai nom, David Adedje Ateleke, artiste, compositeur, interprète américain d'origine nigériane, a enflammé le public venu l'acclamer au complexe Camtel de Bépanda, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Pendant plus d'1 heure et demie, la pop star a enchaîné une dizaine de tubes de sa discographie devant un public en extase. Le Camerounais Stanley Eno, venu l'encourager sur le podium, a redoré son blason chez ses fans, parfois dessus de ses rendez-vous manqués au Cameroun. J'adore Davido, c'est ma star préférée. I love you Davido. Vraiment, les moments, c'était très très bien. Vraiment. Et notre frère camerounais, Stan Eno, il a fait quelque chose que c'était très bien. Il l'a accompagné. Pour la première partie du concert, la pop star a été accompagnée par plusieurs artistes camerounais de renommée, comme Dynasty Le Tigre, Boy Tak, Titi Teizano, Doug Zed, Ting Pangchak, Obaker et Nabila. Donc je voudrais remercier Dieu pour avoir permis cela. Pour le reste, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut retenir qu'il y a eu un travail de beaucoup de collaboration. Et je suis heureux que cet événement ait été à 100% géré par des Camerounais. Pour rappel, c'est le 3 mars à Kigali que le chanteur d'origine nigérienne a débuté sa tournée africaine, baptisée 30 Million African Tour, à l'Amahoro Stadium, dans la capitale rwandaise. Après Douala, Davido est attendu pour une prestation similaire le 21 mars prochain au stade du général Sékou Kounté à Niamey, avant de boucler sa tournée africaine le 24 mars 2018 au Monument de la Renaissance à Dakar. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.